Docteur Elissa Jouler, je suis cardiologue installée en secteur libéral, vice-présidente de l'Association des cardiologues libéraux de Tunis, et je viens vous parler aujourd'hui de l'anticoagulation au cours de l'infection par le Covid-19. Comme nous savons, selon les séries mondiales, que ce soit en Chine, en Italie ou actuellement aux États-Unis, les patients qui sont atteints de Covid-19 sont malheureusement en train de décéder de manière très importante, très élevée, par rapport à un syndrome de détresse respiratoire aiguë par les complications thromboemboliques. Donc nous allons regarder à travers cette présentation le pourquoi de cette complication et la prise en charge actuelle de par le monde. Ce que nous savons, c'est que actuellement, tous les mécanismes restent des hypothèses et plusieurs mécanismes sont décrits selon les équipes qui s'intéressent à ce virus et le partage des connaissances entre ces différentes équipes, même s'il est rapide, il est néanmoins difficile à corréler et à vérifier de nos jours. Néanmoins, si on revient aux bases, nous avons déjà Virchow en 1856 qui a déjà décrit les bases de la thrombose veineuse, Virchow étant un anatomopathologiste allemand, qui rapporte que la triade composée d'une stase sanguine, d'une hypercoagulabilité et d'une lésion endothéliale peut être responsable de thrombose veineuse et que cette thrombose est d'autant plus fréquente que les trois éléments se retrouvent en même temps. Au cours d'une inflammation, quelle que soit son étiologie, virale, bactérienne ou autre, l'activation des facteurs de l'inflammation, les interleukines, les TNF-alpha, sont responsables d'une activation des plaquettes, d'une lésion au niveau de l'endothélium avec une dysfonction endothéliale et d'une augmentation de l'activité procoagulante, notamment par l'action et la diminution de l'activité de l'antithrombine 3 et de la protéine C. Tout ceci peut être responsable de thrombose qui pérenne l'inflammation et le cercle vicieux s'installe. Au cours de ces cas, au cours de ces phénomènes, ce qu'on observe chez les patients, c'est certaines anomalies biologiques par consommation des facteurs de la coagulation, notamment une diminution du taux de plaquettes et un allongement du taux de coagulation qui est rapporté par les différents paramètres qui explorent les voies de la coagulation, soit le taux de prothrombine ou le taux de thromboplastine. Lorsqu'on rapporte une étude d'une série américaine récente sur 5 patients, il est intéressant de voir à l'échelle cellulaire, à l'échelle anatomopathologique, les lésions que l'on trouve chez les patients atteints de Covid-19. Ces patients, on s'est intéressé à leur pneumonie et à leurs lésions cutanées. Au niveau des poumons, ce qui a été rapporté, c'est une lésion des capillaires avec peu de cellules inflammatoires au niveau du septum intercapillaire, mais surtout avec des dépôts de complexes de facteurs complémentaires, notamment le C5b9 qui attaque la membrane, le C4d et les différentes protéines qui permettent le ligand entre ces facteurs complémentaires et les membranes basales. Au niveau de la peau, les lésions purpuriques notamment qui sont rapportées de plus en plus dans le Covid-19, il existe aussi des dépôts de ces facteurs complémentaires au niveau de la peau qui est macroscopiquement atteinte, mais aussi au niveau de la peau qui semble être sans aucune atteinte. Donc 5 patients ont été bien étudiés. Au niveau pulmonaire, là on voit sur la diapositive une destruction des capillaires au niveau alvéolaire avec une nécrose fibrinoïde. Et lorsque la coloration est adaptée à la détection des facteurs complémentaires, on trouve un dépôt de ce complément activé de manière importante au niveau de la membrane. Au niveau cutané, le livido plantaire que vous voyez sur la photo, au niveau anatomopathologique, au niveau cellulaire, ce qui est remarqué, c'est une thrombose et une occlusion totale d'une artériole au niveau dermique. Et cet aspect est corrélé aussi à un dépôt de facteurs complémentaires de manière très importante au niveau de ces artérioles. Et ce qui est intéressant lorsqu'on manipule ces images avec des logiciels un peu particuliers et qu'on essaie de détecter la glycoprotéine du SARS-CoV-2, ce qu'on remarque, c'est que justement ces complexes sont directement agglutinés avec ces glycoprotéines virales et tout ceci se dépose au niveau de l'endothélium vasculaire qui est donc complètement désorganisé et qui met en contact
les facteurs circulants avec le tissu sous-endothélial. L'explication finalement de cette équipe donc, new-yorkaise, c'est que la liaison du virus avec l'enzyme de conversion type 2, au niveau cellulaire, au niveau de la membrane, va être responsable d'une internalisation et d'une diminution de cette enzyme circulante qui normalement permet de catalyser l'angiotensine 1 en angiotensine 1,9 et non pas l'enzyme classique de catalyse de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Le résultat est une augmentation en fait de l'angiotensine 2 circulante. L'angiotensine 2 que l'on connaît très bien comme étant un facteur qui majeure la thrombose, qui favorise la dysfonction endothéliale et qui aggrave l'inflammation. À côté de cela, comme on a vu au niveau anatomopathologique, ce qu'ils ont trouvé comme dépôt des facteurs complémentaires, activation avec cette activation qui s'accompagne d'une hyperactivité plaquettaire aussi. Tout ceci, nous avons toute la triade chez des patients qui sont hospitalisés et qui donc sont au repos de l'inflammation, une hyperactivité procoagulante, hyperactivité plaquettaire, une stase sanguine et une lésion endothéliale. Et tout ceci, c'est le cercle vicieux de cette thrombose qui prend un espace de plus en plus important dans la gestion du Covid-19. Il y a un comité international qui s'est réuni virtuellement et qui a quand même émis certaines autres hypothèses, mais qui ne sont pas réellement différentes de celles déjà émises par cette équipe, et qui insiste, en plus de ces éléments dont on a déjà parlé, d'atteinte d'inflammation aiguë, d'hyperactivité plaquettaire, sur la lésion du foie, qui est responsable de la synthèse des facteurs de la coagulation, et à laquelle se rajoute l'inflammation et la lésion endothéliale avec l'activation du facteur tissulaire en contact des facteurs circulants. Au niveau des anomalies hémostatiques, ce qu'on remarque justement, c'est les microtrombies au niveau pulmonaire, la coagulation intravasculaire disséminée, avec la lésion myocardique. Tout ceci est responsable donc des différents symptômes cliniques que vous connaissez actuellement du Covid-19. Et ceci est d'autant plus important que les dédimères sont élevés, les facteurs de dégradation les produits de dégradation de la fibrine et le taux de prothrombine est allongé avec une diminution des plaquettes. Cliniquement, bien sûr, c'est les embolies pulmonaires, l'atteinte myocarditique et la coagulation intravasculaire disséminée. Donc, justement, comme rapporté, ces facteurs ont déjà été vus dans le mécanisme physiopathologique. Et en effet, chez les patients qui sont atteints de Covid-19, lorsqu'il existe le plus souvent une thrombopénie modérée, des dédimères qui sont élevés, les anomalies de l'exploration de l'hémostase donnent des résultats qui sont un peu contradictoires en fonction des études. Mais plus souvent, le TP est allongé, le temps de prothrombine aussi, et un raccourcissement du temps de thromboplastie inactivé. Tout ceci rapporte que lorsque nous avons ces anomalies, on a quand même 71% de décès sur les séries chinoises qui ont utilisé différents modèles d'études de ces paramètres et d'études du risque de thrombose au milieu de réanimation. Ce qui est sûr, c'est que 40% sont à haut risque de thrombose des patients hospitalisés. Et une étude a été faite en Chine par l'équipe de Tang et qui a essayé d'utiliser l'héparine de manière systématique chez les patients hospitalisés pour Covid-19. Ces patients avaient été atteints, il y avait 449 patients atteints d'une forme sévère. Ils étaient tous sous traitement systématique prophylactique sous HPPM, mais 99 d'entre eux ont été mis sous traitement héparinique à dose curative. Les patients qui finalement se sont retrouvés avec un bénéfice sont ceux qui avaient un score SIC, c'est-à-dire coagulopathie induite par le sepsis supérieur à 4 ou des dédimères élevés. Les autres groupes, les différences n'étaient pas significatives, mais il y a beaucoup de critiques concernant la méthodologie de cette étude. Les Chinois recommandent actuellement que lorsque les dédimères sont supérieurs à 1500, il existe une spécificité et une sensibilité assez élevée de 85% de thrombose veineuse. Donc vous avez là le score de SIC avec
les mêmes critères qui sont utilisés dans plusieurs scores. Et là, c'est un souci. Il y a beaucoup de scores qui explorent ces anomalies de la coagulation chez les patients hospitalisés en milieu de réanimation. Celui-ci, L1-2, à laquelle se rajoute la différence de Visser. Et sur le graphe, vous avez que les patients qui ont une différence significative de mortalité sont ceux qui ont bénéficié de l'héparine à dose curative, sont ceux qui ont un score de SIC élevé et des D-dimères très élevés. Lorsque le comité international qui s'est réuni pour statuer sur la prise en charge de ces patients, il montre bien que plus l'infection par Covid est sévère et plus le risque thromboembolique est important, et d'où la prise en charge doit être faite par traitement héparinique curatif ou prophylactique. Donc, les différents scores qui ont été utilisés dans la prophylaxie de la thrombose veineuse chez les patients dépendent en fait souvent de l'habitude de chaque équipe qui le fait. Là, par exemple, nous avons une des équipes qui a développé son score depuis plus de 20 ans, c'est l'équipe de Caprini à New York, et cette équipe-là, elle préconise de faire systématiquement un screening à la recherche de thrombose veineuse chez les patients qui sont hospitalisés pour un Covid qui est sévère, avec un Doppler qui est facilité, uniquement fait sur 2 points au niveau des veines des membres inférieurs. Et ceci doit être fait dès qu'il y a une modification dans les paramètres de la coagulation, tels que cités précédemment. Cette équipe préconise aussi certaines variantes, c'est-à-dire que chez les obèses, qui sont qui représentent les patients à plus haut risque de thrombose veineuse, d'utiliser une double dose anticoagulante préventive, et lorsque aussi le score de Caprini est élevé supérieur à 8, d'utiliser aussi la double dose préventive. Si les D-dimères sont élevés à plus que 3 fois la limite supérieure, cette équipe préconise l'utilisation de l'héparinothérapie anticoagulante pendant 6 semaines. Elle encourage aussi l'utilisation des nouveaux anticoagulants oraux, ou les anticoagulants directs, comme on les appelle maintenant, parce que leur utilisation est beaucoup plus simple. Recommandation est un grand mot. Néanmoins, le comité dont je vous ai parlé, international, recommande l'utilisation de la dose prophylactique d'HBpIM ou autres molécules de manière systématique pour tous les patients qui sont hospitalisés pour Covid+, Covid-19, et d'allonger la période après sortie de l'hôpital, allant jusqu'à 45 jours chez les patients qui sont à mobilité réduite ou bien ceux qui ont des dimères qui sont plus qu'à 2 fois la limite. Le traitement anticoagulant empirique systématique, par contre, n'est pas retenu par ce comité international pour les patients hospitalisés pour Covid-19. Donc, comme on a vu tout à l'heure, les scores, il y a beaucoup de scores qui sont utilisés. Chaque équipe pratiquement a le score qu'elle privilégie. Le comité international privilégie le score de la Société internationale sur la thrombose pour établir les patients à haut risque. Néanmoins, là, on va beaucoup plus voir les différentes expériences des différents pays. Et là, nous avons les Pays-Bas, par exemple, qui ont étudié l'incidence des complications thromboemboliques aussi bien veineuses qu'artérielles. Sur 184 patients qui ont été hospitalisés en soins intensifs pour le Covid, 23 décès, 13%. Tous les patients étaient mis sous prophylaxie standard. Donc il y avait les complications thromboemboliques représentaient 31% des complications chez ces patients, de l'évolution chez ces patients. Ces diagnostics ont été faits par scanner Doppler et il y avait uniquement 3,7% d'embolie artérielle. L'embolie pulmonaire, elle, étant la complication la plus fréquente. Les facteurs indépendants de survenue de ces complications étaient l'âge, avec un hazard ratio de 1,05 par an, et la coagulopathie avec les anomalies des troubles de la coagulation. Ce qui est intéressant à rapporter dans cette étude, c'est qu'elle a été faite sur 3 hôpitaux, dans 2 universitaires et un régional. Et dans un des hôpitaux, des hôpitaux, celui d'Erasmus, l'attitude a changé depuis le 4 avril et depuis le 4 avril, ils mettent systématiquement tous les patients sous dose curative d'héparine. Sur l'expérience française du CRIN,
Une étude multicentrique sur 77 patients atteints de Covid-19 et comparée à 145 patients non atteints de Covid-19 hospitalisés en milieu de réanimation. Les thromboses ont représenté 16% des complications, mais il y avait aussi beaucoup de thromboses sur des cathéters de dialyse ou d'ECMO. Il n'y avait pratiquement pas de CIVD tel que rapporté par les critères internationaux par les différents scores, que ce soit celui japonais, JAMDIC, ou bien de la Société internationale de thrombose, ou bien même par le SIG-score. Mais il y avait des dédimères qui étaient élevés dans plus de 95%, avec un fibrinogène qui était élevé, une élévation du facteur de von Willebrand et du facteur 8 de coagulation. C'est cette étude qui a rapporté que 87% des patients avaient ce fameux anticorps circulant anticoagulant, qui, dans 87% des patients qui avaient présenté une complication thromboembolique, avaient ce fameux anticorps. Les plaquettes étaient normales chez 80% des patients, la majorité aussi avait un TP qui était normal, seul le temps de thrombine et le temps de thromboplastine activé était un peu différent et un peu pathologique. Donc, beaucoup de doutes concernant ce qui est rapporté par les autres équipes au niveau international et sur la suite de la conduite à tenir. C'est une question, démontrer l'efficacité au cours de ces temps difficiles n'est pas évident à mettre en évidence. Néanmoins, comme on a déjà vu l'expérience chinoise, l'expérience française du CRIN, l'expérience en Hollande, on commence à avoir un tout petit peu les expériences américaines aussi, mais ils ne donnent pas encore de conclusion. Nous allons passer et voir un tout petit peu l'expérience de l'hôpital Pitié-Salpêtrière et nous avons eu le plaisir d'assister à une conférence du professeur Gilles Montelesco sur l'utilisation justement sur les atteintes cardiaques et en particulier l'expérience en matière d'anticoagulation chez les patients qui sont hospitalisés pour Covid-19. L'héparine est le traitement de référence des patients en prophylaxie ou en traitement curatif des thromboses veineuses. Néanmoins, nous savons tous depuis longtemps que les héparines apopomoléculaires représentent une facilité d'utilisation qui est beaucoup plus importante que l'héparine non fractionnée et que les injections subcutanées permettent de donner, outre cette facilité, une approximation de la dose nécessaire qui est parfaitement adaptée sans besoin de contrôle et avec un taux de thrombopénie à l'héparine qui est moins important qu'avec l'héparine non fractionnée. Donc, un avantage net des héparines apopomoléculaires. Néanmoins, ce qui est intéressant à voir, c'est justement les nouveaux anticoagulants. Donc, les ADO, les anticoagulants directs, et là, nous avons que lorsque nous prescrivons du rivaroxaban chez les patients hospitalisés en milieu de réanimation ou autres, si on augmente les doses le premier jour, nous avons une efficacité qui est immédiate et donc, il est de plus en plus encouragé d'utiliser ces anticoagulants dans la prise en charge de ces patients. La Pitié-Salpêtrière a fixé certains facteurs de risque pour traiter leurs patients selon un traitement curatif ou préventif de la thrombose veineuse. Ces facteurs de risque, il y a ceux qui sont classiques et qui sont vus et retrouvés partout dans tous les scores au niveau international, à savoir une activité cancéreuse active, les antécédents thromboemboliques, l'obésité, la femme qui est enceinte ou sous hormones, sous contraception, l'âge avancé et bien sûr la mobilité réduite. La sévérité du Covid aussi est un élément qui rentre en considération, mais ce qui est important, c'est qu'il rapporte un taux de fibrinogène supérieur à 6 grammes, que nous avons vu dans l'étude qui a été rapportée par le CRIN, comme étant un facteur de risque thromboembolique, plus que les scores internationaux, et des dédimères supérieurs à 3000. Et ceci leur a permis de faire des recommandations locales, ou bien sûr, chez le patient qui est atteint de Covid et qui a une atteinte qui est modérée, tant qu'il a une mobilité réduite, il peut être sous anticoagulant direct chez lui, à dose prophylactique, sans aucun souci. Et lorsque le patient est hospitalisé avec un Covid, le traitement prophylactique continue, donc par HBPM ou anticoagulant direct, voire par héparine en cas de contre-indication. Mais ce qui est intéressant, c'est que la dose curative est prescrite de manière systématique chez les patients qui ont un fibrinogène supérieur à 6 grammes
une obésité morbide avec un IMC supérieur à 40 et une hospitalisation en soins intensifs. Donc c'est l'attitude de la Pitié-Salpêtrière, c'est une attitude qui va être évaluée dans les prochains temps, semaines, mois. De là à dire qu'il faut le faire ou pas et est-ce que ça donne une réelle amélioration des patients, il est encore trop tôt pour le dire. Je vous remercie.